Vous savez, aussi longtemps qu'il y avait du coton dans les champs, on travaillait. On récoltait, on amenait à l'usine. À l'époque, les grandes plantations employaient énormément de gens au champ. Il y avait des centaines de gens qui quittaient la ville pour venir travailler dans les fermes du coin. C'était surtout vrai pendant la récolte d'été. On payait 2 centimes la livre pendant la récolte. Et 200 livres par jour, c'était un vraiment bon jour pour celui qui arrivait. Il n'y a plus de petites fermes comme autrefois. On ne peut plus vivre du coton aujourd'hui. Maintenant, il y a des exploitations de centaines d'hectares, mais qui n'emploient presque plus personne. Les gens qui travaillaient à leur compte n'ont pas survécu, les ouvriers non plus. Avec leur machine, il faut juste 2 minutes pour faire une balle. Il n'y aura plus jamais de main pour cueillir du coton. Le coton est une très vieille histoire faite de larmes et de sang. Une histoire qui a presque toujours opposé le noir et le blanc. C'est en partie au nom du coton que l'on a arraché des millions d'Africains à leurs terres pour aller cultiver les sols de la conquête américaine. Plus tard, en guise de pardon, c'est encore un lopin de coton que l'on a promis aux esclaves libérés. Une promesse non tenue. Aujourd'hui, le coton est à nouveau au cœur des relations entre l'Afrique et l'Amérique. Et il est toujours question de promesses. Les États-Unis ne devraient plus subventionner leur production, mais continuent à le faire. Et mettent en péril 25 millions d'Africains, pour qui l'or blanc est l'unique moyen de vivre. Dans les années 50, au sud des États-Unis, ils étaient encore un bon million de fermiers à vivre du coton. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 25 000. Les autres ont succombé à la toute-puissance des machines. Les plus fragiles ont bradé leurs terres, liquidé leurs biens et sont partis. Les survivants, eux, n'ont pas eu le choix. Il leur a fallu grandir, investir, devenir de véritables industriels. La plupart sont désormais à la tête d'empires agricoles de plusieurs milliers d'hectares. Cela ne les empêche pas de devoir continuer à serrer les poings pour faire face à la concurrence, d'où qu'elle vienne. Nous ne sommes plus une économie nationale, mais seulement une partie de l'économie mondiale. Et nous sommes en compétition avec des pays qui ne payent pas leurs ouvriers et se fichent complètement de l'environnement. Alors que pour nous, ces 2 postes représentent une dépense exorbitante. Nous sommes toujours des paysans avec des champs à cultiver, du coton à récolter et des usines pour égrainer. Ce qui a changé, c'est que pour rester dans la course, on a dû supprimer la main-d'œuvre et on a compensé en investissant dans la technologie. Le coût humain de ce changement est énorme. Le delta du Mississippi s'est littéralement vidé de sa population. Maintenant, c'est incroyable, mais au pays du coton, il faut faire jusqu'à 75 km pour s'acheter un jean. C'est le prix à payer, paraît-il, pour cette technologie que l'on apprécie tant aujourd'hui. Le pire, c'est que le coton industriel coûte plus cher qu'il ne rapporte. Pour maintenir leur position historique de premier exportateur de la planète, les États-Unis ont donc décidé de subventionner leurs producteurs
à hauteur de 3 milliards de dollars. Soutenu de cette manière, le coton américain redevient soudain très attractif. Une fois n'est pas coutume, l'Afrique de l'Ouest est le deuxième exportateur de coton et se retrouve donc en compétition directe avec les États-Unis. L'exploit est d'autant plus incroyable que les chiffres sont incomparables. Ici, les producteurs possèdent souvent moins d'un hectare à cultiver et gagnent au mieux $1 par jour. Aucun de ces villageois ne peut imaginer que l'agriculteur américain le mieux loti ait touché un demi-million de dollars de subventions par jour, les 365 jours de l'année 2003. Il dit que souvent, au niveau du village, il en discute de ce marché mondial de coton. Ils savent que ça ne se limite pas au niveau de leur village, ni au Mali. Ça va sur un marché mondial où les Américains amènent leur coton, les Africains, les Européens amènent leur coton. Et là, c'est la qualité. Et à la base, les gens sont informés qu'effectivement, dans les pays européens, en Amérique, il y a la subvention qui est toujours autour du coton. Mais à notre niveau, l'Afrique est un continent pauvre, le Mali est un pays très pauvre, donc les gouvernements n'ont pas les moyens de subventionner le coton. De telle sorte que dans les pays européens, les subventions sont là, les paysans sont appuyés financièrement par le gouvernement, mais ça fait un grand défaut ici. À vrai dire, cette manne serait la bienvenue, ne serait-ce que pour payer les petites mains de la récolte. Sauf que les gouvernements africains ne peuvent accorder aucun soutien financier puisque c'est officiellement interdit par l'Organisation mondiale du commerce. L'Afrique respecte la règle du jeu. L'Amérique, elle, passe outre. Il y a d'un côté les États-Unis, le pays le plus puissant et le plus riche du monde, et de l'autre, vous avez des agriculteurs qui sont parmi les plus pauvres du monde, mais qui sont les plus compétitifs, qui arrivent à produire une fibre de qualité mondialement réputée, à des coûts défiant toute concurrence, et qui battent la plus grande puissance du monde. Alors, c'est la bataille de David contre Goliath. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on est comme sur un terrain de football où l'on dit l'une des équipes joue avec les mains et avec les pieds, alors que l'autre ne doit jouer qu'avec les pieds. Et c'est ça qu'on veut casser. On veut faire en sorte que le jeu soit équitable. Grâce à l'or blanc, les paysans ont pris conscience du poids qu'ils pesaient dans tout l'ouest de l'Afrique. Un peu partout, ils ont fondé des coopératives et des syndicats, ont fait entendre leur voix, exprimé leur colère aussi, face aux subventions américaines qui les menacent directement de mort, eux et leurs familles. Fait nouveau, des chefs d'État ont tendu l'oreille. En 2004, les présidents du Mali, du Tchad, du Bénin et du Burkina Faso ont décidé de protester ensemble auprès de l'Organisation mondiale du commerce réunie en sommet à Cancun, au Mexique. Pendant plusieurs jours, le coton s'est retrouvé au cœur des relations mondiales. Nous ne pouvons pas comprendre que tout le monde se donne bonne conscience de vouloir lutter contre la pauvreté et refuser systématiquement de nous appliquer ce qui est une règle établie et reconnue et acceptée par tous, c'est-à-dire une libre concurrence et une concurrence loyale. C'est tout ce que nous demandons. Cependant, nous avons voulu les rappeler que le coton, quand même, c'est 12 millions d'Africains. 12 millions d'Africains, vous connaissez nos familles.
il faut le multiplier à un certain pourcentage pour voir combien sont impliqués qui vivent du coton, dans le coton et grâce au coton. Nous avons voulu expliquer à nos partenaires que c'est injuste. Nous ne leur demandons pas une faveur, nous demandons tout simplement justice. C'était la première fois à l'histoire du monde que les producteurs africains puissent s'exprimer sur l'échiquier international. Déjà pour moi, ça c'est un acquis. C'est un acquis. Et je pense que ça a permis aux pays développés de réfléchir autrement. Ce n'est plus le petit paysan africain qui se trouve dans son hameau, mais maintenant c'est l'Afrique qui présente des doléances et qui veut avoir une solution pour des problèmes bien définis. Voilà comment est-ce que moi j'ai compris Cancun. Bon, donc pour moi, ce n'est pas un échec, c'est plutôt une victoire. Le coût de production sur mon exploitation est 100 fois inférieur au coût de production d'un producteur américain. Et je pense que s'il n'y a pas de subvention, c'est les pays africains qui vont gagner. La colère africaine exprimée lors du sommet de Cancun n'a toujours pas eu d'effet. En guise de soutien, la Commission européenne a bien décidé d'arrêter de subventionner le coton espagnol ou grec, mais en fait, cela ne change rien. Ces producteurs n'exportent pas et ne représentent donc aucune menace réelle. Par contre, l'Amérique du Nord, elle, n'a pas changé de position. L'Afrique de l'Ouest doit donc poursuivre la bataille. Le coton est son unique succès économique. C'est lui qui finance les routes, les écoles, les hôpitaux, paye les engrais et fertilise les sols, fournit de l'huile aux hommes et à manger aux animaux. Le coton est la colonne vertébrale du monde rural. Le supprimer, c'est condamner des pays entiers à la misère. Ce seraient des Juifs de Syrie ou du Yémen qui auraient introduit le coton en Afrique. Mais à l'origine des champs modernes, il y a surtout la France. C'était juste après la vague d'indépendance. Vous pouvez me le passer? Je parle de Serge Michaela. Et Paris cherchait, alors, à maintenir son influence sur ses anciennes colonies. Des agronomes, chargés d'inventer une solution pour favoriser l'essor des campagnes, ont pensé coton. Ça a marché. Les autorités françaises ont alors massivement parié sur l'or blanc pour le développement de cette partie de l'Afrique noire. On voit bien que dans les régions où le coton s'est développé rapidement, eh bien c'est la pauvreté rurale qui a diminué. Dans les régions où le coton ne s'est pas développé, en général, la pauvreté rurale s'est accrue. Et là, les chiffres sont assez éloquents. Donc on a affaire à une culture qui est très importante, encore une fois, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Donc ce sont des enjeux politiques très importants. Il est bien évident que la disparition du coton conduirait à des exodes ruraux, conduirait à, je dirais, un gonflement anarchique des villes africaines et très certainement une pression sur les flux démographiques vers l'Europe. Donc ce serait certainement une catastrophe de première ampleur. L'Afrique produit environ 1 million de tonnes de coton fibre brute par an et est le deuxième exportateur mondial de coton. Réunie au grand complet à Dakar, l'Association des cotonniers africains a bien conscience qu'elle n'a pas le pouvoir d'exiger des États-Unis qu'ils changent de politique agricole. À laquelle on l'envisageait, 21 millions de tonnes,
Mais la différence essentielle... Elle envisage donc de demander des compensations financières pour contrebalancer les effets néfastes des subventions. L'idée est plutôt audacieuse, mais la somme demandée, elle, reste très raisonnable. Et certains sont persuadés que l'argument finira par être entendu. J'ai eu l'occasion de rencontrer un producteur américain, sauf que je me suis rendu compte qu'ils ne sont pas totalement informés de la situation que nous vivons en Afrique. Et il faut que ces gens-là comprennent que notre lutte n'est pas pour déstabiliser un grand pays. Des producteurs burkinabés qui vivent avec moins d'$1 par jour, qu'est-ce qu'on peut faire aux États-Unis? Je pense qu'ils n'ont pas compris. Et sinon, je pense que s'ils comprenaient réellement la situation, s'ils savaient réellement que c'est réellement pour vivre le minimum, on se comprendrait. Vu du Mississippi, l'Afrique n'existe pas. Seul compte la survie d'une industrie qui est l'une des rares à fournir encore du travail dans les campagnes. C'est ici qu'a été inventée la machine à égrener. Ici que l'on étudie le coton à l'université, que l'on en fait la promotion à la télévision. Sans cette fidélité américaine, la fibre naturelle serait morte depuis longtemps. Depuis 1934 exactement, avec l'invention du nylon. Force est de constater que les subventions permettent de maintenir les prix assez bas et ainsi de résister à la concurrence des fibres synthétiques. Le reste n'est que procès d'intention. L'impact de la récolte nord-américaine sur le reste du monde est beaucoup plus faible qu'on ne l'a dit. Autrefois, oui, nous avions une influence réelle sur les cours, mais aujourd'hui, je crois que c'est fini. Il faudrait mieux regarder du côté du Brésil ou de la Chine. C'est là que la production va exploser dans les années à venir. Début d'année, on a surfé sur des prix très hauts. Puis ils ont chuté. Et en plus, le coton ne poussait pas à cause des pluies. On a pris peur, mais la tendance s'est inversée. Maintenant, ça devrait aller. « 600 000 tonnes. C'est la meilleure récolte de l'histoire du Mali. Pourtant, l'inquiétude est grande. Le coton est d'excellente qualité, soigneusement ramassé à la main, mais il traîne dans les champs et s'abîme au soleil. Il n'y a pas assez de camions pour le ramasser. Les machines à égrener achetées à crédit aux Américains tournent à plein, mais leur nombre est insuffisant. Au nom d'une meilleure efficacité, on parle de privatiser la Compagnie nationale du textile. L'idée séduit, mais le fait que des étrangers fassent main basse sur les graines effraie les agriculteurs. Aujourd'hui, ils en disposent gratuitement et les agronomes de la compagnie sélectionnent pour eux les meilleures variétés. En début d'année, on a rêvé avec des prix au kilo qui s'envolaient à New York. Puis la fièvre est retombée et depuis des mois, les cours ne cessent de chuter. Les stocks attendent de trouver des acquéreurs sur le marché international. Il faut donc les protéger au mieux. Et le plastique bleu ne fait pas l'affaire. Il fond, se mêle à la fibre, finit par se retrouver dans les tissus. Certains clients mécontents se sont permis de souligner qu'avec le coton américain, ce genre de problème n'existait pas. La compagnie a promis de corriger l'erreur au plus vite.